Quand vient la fin de l'été, la famille Leroy tente de se réconforter. Le jour de la rentrée, maman elle est à la maison, elle fait des crêpes. T'as fini tes cahiers de vacances, toi? Oui, il me reste encore une page. Derniers petits instants de vacances avec les enfants. J'ai mal. Avant le rush de la rentrée. Et le retour à la routine. Et j'essaye de penser le plus optimal possible dans mon cerveau. Mais bon. Retour à la dure réalité. La dure réalité d'une année qui recommence. Et avec ses dépenses. Du calme. Alors, ta trousse. Là. L'équerre, il n'en a pas besoin, juste la règle. Les cartables sont prêts, mais à quel prix? Les fournitures scolaires ont augmenté de 11% en moyenne cette année. L'année dernière, j'ai dû le payer 1 euro, 1,10 € le cahier. Là, je l'ai payé 1,50 € pour ma fille. Et il y en a 10. 4 € sur 10 cahiers, peut-être 1 euro sur les feuilles de dessin. L'année dernière, à la même époque, j'aurais peut-être payé 50 € moins cher sur les fournitures scolaires de rentrée. Quand on n'a pas le droit à l'allocation rentrée, on fait comme moi, on fait les fournitures scolaires en juillet. Ça permet d'économiser un petit peu. Économiser un peu, autant que possible, et au quotidien. Une obsession depuis des mois pour Angélique. C'est parti. Nous l'avions rencontrée en janvier dernier, ici, à la pompe à essence. Ils n'ont pas changé le prix. Ils n'ont pas changé le prix. Pour cette mère de famille qui habite dans le Loiret, impossible de se passer de la voiture. Je croise les doigts que j'ai la voiture qui part le matin, qui va bien démarrer le matin, qui va pas me retrouver en rade en plein milieu de la route. Le luxe de coup dur, c'est hors de question. C'est hors de question, c'est pas prévu dans le budget. Angélique est fonctionnaire, son mari est moniteur d'auto-école. Avec 3 000 € à deux, l'inflation leur saute aux yeux. 3,32 € au kilo. Putain, fils. Eh ouais, ils ont pris 10 centimes les avocats. Fait chier. La famille a renoncé à quelques plaisirs. Pour certaines choses qu'ils voudraient, et je suis obligée de leur dire non parce que soit c'est pas le moment, soit c'est trop cher. Regarde-moi. N-O-N. Non. Bonjour. Le discount, elle a dû y retourner. 118,11 €. Donc ça coûte quand même relativement moins cher qu'ailleurs. Quand j'étais jeune couple avec un salaire beaucoup plus bas, mon concubin avec un salaire beaucoup plus bas, là oui je le fréquentais systématiquement, je ne fréquentais que le discount. Et là vous y revenez? Bah là j'y reviens. Des habitudes de consommation qui ont également changé cet été. C'était bien. Surtout celui-là. Et là aussi, Angélique a cherché des astuces. Bah là, le feu d'artifice avec concert, ça c'était gratuit. Les rencontres autour de l'art avec des ateliers pour les enfants, ça c'était gratuit aussi. J'ai fait moins de glace, j'ai fait moins de crêpes. J'ai fait un peu plus de sorties culturelles gratos. En plus, avec les augmentations qu'il y a eu en début d'année, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, personnellement, j'aurais pas eu le mobil-home de mes beaux-parents, bah, je serais restée ici. Se priver, oui, mais pour qui et pourquoi? Angélique ne comprend plus ces hausses et appelle l'État à taper du poing sur la table. Pour moi, c'est les industriels. Et les industriels exagèrent. On va être obligé de se restreindre pour quoi? Pour un jour quoi? Non, c'est dommage. Et en plus, c'est toujours ceux qui bossent qui trinquent. Donc, c'est pas normal. Cette année, son mari Eddy a même entamé une formation pour changer de poste et de salaire. Juste de quoi compenser l'inflation, anticipe-t-il. Le voilà lancé sur les routes du Tarn. Une fois par semaine à bord du camion des Restos du Cœur, Michel a rendez-vous avec d'autres bénévoles dans des villages reculés de la région. La chance d'être en retraite aujourd'hui et de pouvoir donner du temps libre. Donc, et quand on fait le camion itinérant, qu'on voit les gens qui nous remercient, qui ont le sourire, qui sont contents, qui vous disent, il y en a un qui nous a dit il y a quelque temps, vous m'avez redonné le goût de vivre. Tu regrettes pas. Tu regrettes pas, tu as envie de continuer.
Des histoires à raconter, il en a beaucoup après 14 ans de bénévolat. Et depuis quelques mois, c'est une nouvelle aventure de distribution itinérante, toujours avec les mêmes collègues, une vraie famille. On est les deux vieux, 75 ans. Et alors c'est pas fatigant à cet âge-là de déballer? Ça maintient en forme. Arrière-grand-mère, 6 fois. Ça maintient en forme, justement. Parce que sinon, monter, descendre, porter des... il faut être costaud. Pas besoin de salle de muscu. Allez. Je vous donne le lait d'abord. De la purée, des conserves et surtout pour les bébés. C'est surtout pour les bébés, les couches et le lait, parce que c'est très très cher. Avant le passage du camion des restos dans son village, cette mère de 4 enfants n'allait jamais dans les centres de distribution alimentaire, trop éloignés d'ici. Je suis à domicile, j'avais des clients un peu partout. J'ai perdu beaucoup de clients après le Covid. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Pour trouver un travail, pour aller rien qu'aller au travail. Vous avez le budget essence, quand vous allez tous les jours à plus de 30 km, parce que d'ici à Gaillac, vous avez quasiment 30 km tous les jours, ce qui fait 60 km aller-retour. Vous faites vite le calcul que c'est pas rentable d'aller travailler tous les jours à Gaillac et puis rentrer à la maison. Vous avez les enfants, vous avez la vie à côté. La tournée des bénévoles itinérants passe par 4 villages. Ils aident une 50aine de familles. Il y a la hausse du coût de la vie, le prix de l'essence, mais avant tout, les longues distances. Ah oui, c'est vrai. Certains n'ont pas de voiture, certains viennent... Il y en a un qui ne va pas venir aujourd'hui, qui vient en scooter. Tu as des gens qui viennent à pied, en mobilette, qui se font amener. Donc c'est important, parce que ces gens-là, ils n'ont rien en fait. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport dans le coin. Donc les Restos du Cœur viennent au-devant d'eux. C'était le but. Les bénévoles d'ici le savent, quelle que soit la distance des centres de distribution, certains n'oseront pas venir demander de l'aide. C'est là que Karine intervient. Bonjour Karine. Bonjour Michel. Ça va? Elle travaille dans cette maison de service au public. On accompagne certaines personnes sur les accompagnements administratifs et au cours des rendez-vous, petit à petit, les langues se délient, comme on dit. Hein, et là, on se rend compte que oui, il y a de la précarité, qu'il y a du besoin et qu'ils sont perdus, on va dire. Et c'est Karine qui les met en contact avec les bénévoles des Restos du Cœur. Ensuite, il faut trouver la bonne approche. On a un petit monsieur qui, lui, ne vient pas. On va le livrer à sa ferme. C'est un monsieur qui parlait à personne. L'autre fois, j'ai rencontré une personne de sa famille, elle me dit « Mais il vous parle ?» Je dis « Oui, on caresse le chat et tout. » C'est le grand remerciement pour nous. Allez, Ouais. Allez. Je t'ai jamais vu comme ça. Bah, c'est vrai, quoi. Ça vous plaît? Ouais, tout à fait, oui. Tout à fait. Nous, notre drame, c'est de savoir qu'il y a plein de gens qui ne viennent pas. En France, une 60aine de camions des Restos du Cœur, comme celui de Michel, sillonnent les zones rurales à la rencontre des plus démunis. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je reçois aujourd'hui Christophe Robert. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre et je vous reçois naturellement ce soir car les Restos du Cœur ont appelé à l'aide et cet appel a été suivi par d'autres associations. Je commence avec quelques chiffres. À la Croix-Rouge, les demandes alimentaires ont progressé de 7% au premier semestre et affichent un déficit de 25 millions d'euros. On parle de la Croix-Rouge. L'Armée du Salut a doublé l'aide alimentaire qu'elle apporte par rapport à la période d'avant-crise sanitaire. Je continue avec le Secours populaire qui, ces dernières heures, alerte sur le manque de moyens. Est-ce que la bombe sociale est en train d'exploser ? Il y a deux phénomènes, c'est-à-dire que si on regarde l'évolution des demandes alimentaires, si on prend les banques alimentaires, ça a multiplié par 3 en 10 ans. Donc il y a un phénomène un peu d'augmentation progressive. Et là, clairement, avec l'inflation, l'augmentation des prix alimentaires, entre 12 et 14% selon l'année glissante qu'on retient, ça passe pas pour beaucoup de monde, des personnes qui étaient sur le fil. Donc il y a deux phénomènes. Il y a ceux qui étaient déjà en grande galère, qui s'enfoncent un peu plus, parce que l'énergie est trop chère, parce que les produits alimentaires ont augmenté, et il y a ceux qui s'en sortaient à peu près, et pour qui ça passe pas. Et c'est pour ça qu'on voit cette augmentation qui doit vraiment, vraiment nous alerter. Des bénéficiaires plus nombreux au profil différent, ou pas ?
Ou est-ce Alors, que ce sont toujours les mêmes? Il y a, en tout cas nous à la Fondation Abbé Pierre, et notamment sur ces difficultés d'accès au logement ou pour se maintenir, continuer à payer ses loyers, ses charges, et on a vu avec les prix de l'énergie aussi que ça a créé des situations incroyables. C'est-à-dire que les gens se retrouvent dans une situation où les prix alimentaires augmentent, les prix d'énergie augmentent. Comment on fait des arbitrages? Ils sont impossibles ces arbitrages. Tout ça, ça relève des besoins de première nécessité. Et donc, on voit deux phénomènes. Les plus pauvres s'enfoncent. Par contre, des nouvelles catégories, oui, qu'on avait déjà vu un peu à la sortie pendant la crise Covid, des commerçants, des auto-entrepreneurs, des personnes qui n'étaient pas habituées des associations, des services sociaux et qui viennent frapper à nos portes, effectivement. Vous êtes une association qui appelle à l'aide. Je veux dire, j'ai cité des grandes institutions d'accompagnement des personnels les plus en difficulté, des personnes les plus pauvres. C'est pas le cas de la Fondation Abbé Pierre. Vous arrivez à faire face? Écoutez, on n'arrive pas à faire face à l'ampleur du mal-logement et de la pauvreté dans notre pays, non. En revanche, la Fondation Abbé Pierre, elle a que des dons. Elle a 2 ou 3% de son budget de subventions publiques. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes modèles économiques, on va dire, même organisation économique que les organisations que vous venez de citer. Mais s'il y a plus de monde, vous avez besoin de davantage de dons. C'est ça. Donc, on n'arrive pas à répondre à l'ensemble des besoins. Voilà, Par contre, nous avons plutôt une stabilité des donateurs, parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a des personnes qui sont des donateurs modestes, en fait, qui peuvent peut-être moins donner aujourd'hui du fait de l'inflation, mais il y en a d'autres qui savent aussi que le rôle des associations est essentiel dans ce moment-là. Ils voient bien comment ça passe pas pour beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous avez lu ce que dit Renaud Muselier dans un entretien à Nice Matin. Il s'étonne du déficit des Restos du Cœur, qui est de 35 millions d'euros. Il dit « Ça me paraît énormissime. S'agit-il de mauvaise gestion ?» Alors là, je suis très surpris de cette intervention de Renaud Muselier. Mais enfin, il faut regarder les volumes que représentent les Restos du Cœur ou les grandes associations comme celle-ci. C'est 35% de l'aide alimentaire en France. Oui, c'est énorme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces associations ne seraient pas soumises aux mêmes difficultés que les autres. Par exemple, pour chauffer leurs bâtiments, pour acheter les produits alimentaires quand ils ne relèvent pas de dons. On le voit bien, nous, les associations qu'on soutient à la Fondation Abbé Pierre, aujourd'hui, elles sont en grande difficulté parce qu'elles ont des coûts fixes qui augmentent. C'est d'autant moins d'argent si ce n'est pas accompagné par des subventions publiques qui vont accompagner l'inflation, de réduction de voilure pour apporter des aides aux personnes en difficulté. Je suis surpris, très surpris. Vous êtes surpris et choqué? Oui, parce que au moins qu'il se renseigne. Alors, soit il est renseigné et là il y a quelque chose. Il dit c'est énorme comme déficit. Oui, je pense qu'il ne se rend pas compte des volumes que ça représente, sans doute. Ouais. Et des budgets qu'il faut pour faire face. En tout cas, oui. L'appel de Patrice Drouet, qui est président de l'Association des maires de France, aussi a été relayé. Les Restos du Cœur, si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer d'ici 3 ans, a dit le patron des Restos du Cœur. Le Crédit Mutuel a annoncé aujourd'hui, chez nos confrères d'RTL, donner 12,5 millions d'euros à la Croix-Rouge et aux banques alimentaires. Total Énergie annonce 5 millions aux Restos du Cœur. On a entendu aussi que Bernard Arnault pour LVMH a donné 10 millions au Restos du Cœur. Merci le privé. Merci le privé, c'est utile. Je voudrais simplement dire quelque chose. Des associations comme les nôtres, ou la Fondation Abbé Pierre, agissent grâce aux dons. C'est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que les gens sont généreux et on va pouvoir aider les personnes. C'est quand même extraordinaire. Et ça montre la générosité de ce pays. En même temps, toutes les fragilités dont on vient de parler, on les connaît. Des personnes qui n'arrivent pas à vivre dignement. Donc c'est bien qu'il y ait des associations comme les Restos du Cœur ou la Fondation Abbé Pierre qui viennent en aide. Mais ce qui serait mieux, c'est de donner des conditions de vie dignes à ces personnes pour qu'elles s'émancipent, pour qu'elles puissent... Vous savez, c'est pas facile d'aller frapper à la porte de l'aide alimentaire. Il faut le faire quand on a des difficultés, ou la Fondation Abbé Pierre, quand on a peur de perdre son logement, ou quand on est à la rue. Mais on voit bien que ça n'a pas suivi les minima sociaux. On voit bien que quand on est une femme seule avec 2 enfants aujourd'hui à 1 300, 1 400 euros de salaire, on n'arrive pas à se loger dans les conditions actuelles. Vous voulez dire quoi? Que ce n'est pas le rôle du privé, que l'État ne fait pas son job? Si, ça veut dire que c'est le rôle des donateurs, c'est le rôle du privé, c'est le rôle des associations, mais pour venir aider ceux qui passent à travers les mailles du filet, pas pour répondre à une ampleur. Si on continue comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dédouanerait la protection sociale, la puissance publique, les collectivités locales, l'État, et que finalement les associations prendraient le relais. Non, les associations sont là. C'est ce qui est en train de se passer, à votre avis? Un peu? Il faut C'est-à-dire que veiller à le ça. gouvernement se félicite de l'aide qui est apportée par ces entreprises privées au Restos du Cœur et à d'autres associations. Et visiblement, vous le dites que évidemment, votre association repose sur les dons, donc sans doute aussi à vos associations. Ouais. Le gouvernement se félicite, il ne devrait pas, il a donné 15 millions. Il se félicite et je m'en félicite aussi parce qu'il faut bien qu'on aide les personnes quand aujourd'hui elles ont faim ou elles cherchent un logement. Je m'en félicite également, sincèrement. En revanche, ce dont je ne me félicite pas, c'est de voir les outils de la protection sociale, le RSA, qui est à 600 euros pour une personne seule. Comment vous vous logez? Comment vous payez vos charges? Comment vous vous alimentez? Vous vous soignez convenablement? Ou le fait que les loyers sont tellement chers qu'il y a des ménages qui dépensent 50% de leur budget. Ça,
ça nécessite une intervention de la puissance publique. Sans doute, il restera toujours des personnes qui ne s'en sortiront pas. Elle ne le fait pas suffisamment. Sur la question du logement, précisément, il y a un rapport regard sur le mal logement qui a été publié aujourd'hui concernant les personnes SDF. La France comporte le plus fort taux de SDF par rapport à sa population devant l'Allemagne et la moyenne des autres pays européens. On a vu il y a quelques jours qu'il y avait 2000 enfants qui étaient dans la rue. En France, le total des personnes qui dorment dans la rue en France aujourd'hui, c'est 209 000 personnes qui sont en centre d'hébergement et réinsertion sociale. Ces chiffres-là, ça doit interpeller les pouvoirs publics comme les donateurs privés ? Ah mais complètement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Grosso modo, en 10 ans, le nombre de personnes sans domicile a doublé en France. C'est pas vrai de tous les indicateurs. Il y a des indicateurs qui s'améliorent, la qualité des logements, le nombre de mètres carrés par ménage, si on parle du logement. Mais par contre, le phénomène des personnes sans domicile s'est accentué, s'est aggravé. Et là, il y a des réponses à apporter. Alors, pendant la crise Covid, le gouvernement a augmenté le nombre de places d'hébergement, mais ça n'a pas suffi. Alors, ça a réduit un petit peu la tension. Mais quand on coupe pendant 6 ans sur les APL, qui sont le levier principal pour faire sortir de la pauvreté les ménages en France avec les minima sociaux, quand on coupe dans les APL, quand on coupe chez les bailleurs sociaux 1,3 milliard en moins par an de l'aide, de budget de l'État dédié au logement social, il y a un moment où ça a des conséquences. Et c'est là-dessus que la puissance publique doit corriger le tir. Nous, on pense qu'il faut un bouclier social en augmentant le RSA de 5%, les APL de 10% et en ciblant aussi sur l'énergie, en augmentant le chèque énergie. Est-ce que vous trouvez une oreille attentive quand vous portez ce genre de propositions au sommet de l'État ou, vous allez me voir venir, auprès des entreprises? Je vous laisse réfléchir à votre réponse. Je voudrais que vous écoutiez le nouveau patron du MEDEF, il s'appelle Patrick Martin, et il évoque le rôle des entreprises justement par rapport à cette aide apportée à certaines associations. Dès hier, j'ai relayé l'appel aux dons avec d'ores et déjà un bon écho. Et puis j'observe, vous venez de l'annoncer, qu'il y a un nombre croissant d'entreprises qui se manifestent et c'est très bien ainsi. Même si on sait que essentiellement les personnes dans la souffrance qui font appel notamment au Restos du Cœur, ce sont des étudiants, ce sont pour beaucoup des immigrés sans emploi et puis des femmes seules qui ne sont pas nécessairement nos salariés. Donc on pourrait dire que ça n'est pas le rôle des entreprises. On le fait souvent à bas bruit, on le fait dans tout le territoire, on le fait depuis des années, on va le faire plus encore. Alors ? C'est bien, on va avoir besoin de tout le monde. Enfin, je veux dire, là, on est en train de parler de gens qui ne mangent pas à leur faim ou de gens qui ne sont pas logés. Donc, je crois que quand on est face à cet état de fait, tout doit être fait pour aider. Donc, les donateurs, les entreprises. En même temps, je reviens sur la puissance publique parce qu'on n'y arrivera pas à écoper. Enfin, je veux dire, l'abbé Pierre nous le disait pendant longtemps. Nous devons, tout faire ce que nous pouvons faire en tant qu'association, mais il faut aussi comprendre pourquoi les gens en sont là, et ça appelle des protections sociales. Christophe Robert, vous avez entendu les propos du ministre du Budget, les propos du ministre de l'Économie. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Oui. Les aides pour les chèques énergie, c'est fini. On est entré dans autre chose. Oui, mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Le bouclier énergie, 40 milliards d'euros, 25 milliards nets. Il va s'éteindre, c'est ce qui a été annoncé. On peut comprendre parce que c'est énormément d'argent. Mais nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut continuer à aider ceux qui sont les plus fragiles. C'est-à-dire que ce bouclier qui a coûté 40 milliards, il touchait les très très aisés, les très très riches comme les plus pauvres. Donc nous, ce qu'on dit, c'est peut-être il faut réduire la voilure parce qu'il y a la question du déficit, mais dans ce cas-là, il faut au moins plus aider ceux qui sont en situation de Christophe Robert, fragilité. vous portez ces sujets depuis si longtemps. Est-ce qu'il y a, je commençais cette interview en disant une bombe sociale, est-ce qu'on découvre là, avec l'inflation, etc., une situation alarmante? Je ne sais pas quel mot vous mettez derrière cet appel à l'aide des associations et la situation que vous constatez sur le terrain, rapidement. Oui, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de crise successive en crise successive. Le Covid déjà, la sortie du Covid sur le plan économique a fragilisé une partie des ménages et maintenant l'inflation sur les produits incontournables crée des tensions et il faut vraiment les écouter et il faut vraiment tendre la main à ceux qui sont en situation de fragilité. L'appel au pouvoir public, comme vous dites, est clairement passé. Merci d'avoir été mon invité. On va retrouver dans un instant Alexandre Bompard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes PDG de Carrefour et je vous reçois aujourd'hui alors que la persistance de l'inflation heurte toujours le quotidien des ménages français. Le gouvernement multiplie les rencontres avec vous, avec les industriels et promet que les prix vont arrêter de flamber dès cette semaine. C'est précisément ce qu'a dit Bruno Le Maire. Il a dit les Français vont sentir les effets des annonces dès cette semaine. Il promet de bloquer 100 000 produits, prix bloqués ou prix en baisse. Est-ce que c'est aussi facile que ça? Est-ce que dès cette semaine, il y aura des effets que pourront voir les consommateurs? Alors, je peux vous dire ce que vont voir les clients de Carrefour. Ouais.
Nous, on a décidé de baisser 500 nouveaux produits. On en avait baissé 600 en mai et en juin. Ça veut dire qu'on a 1100 produits dont les prix baissent. Mes concurrents homologues vont faire pour un bon nombre d'entre eux la même chose. C'est ce qui doit conduire le ministre de l'économie à dire il y a 5000 produits au total dont les prix vont baisser. C'est ça qui se passe sur le marché. D'accord. C'est pas 5000 produits chez Carrefour. Non, c'est pas 5000 produits chez Carrefour. Chez nous, c'est 1100 produits. D'ailleurs, on l'avait annoncé avant la rencontre avec Bruno Le Maire. On a annoncé après la rencontre avec Bruno Le Maire, ce qu'on avait déjà décidé, c'est que cette baisse, elle va durer jusqu'au 31 décembre. Et donc, quand vous arrivez dans un magasin Carrefour, par rapport à la situation avant l'été, vous avez 1100 produits dont les prix ont baissé. Donc, ça va se voir. Donc, ça se voit, 1100 produits, parce que c'est des produits de base, c'est des produits auxquels les Français sont très attachés, des grandes marques nationales, des produits Carrefour, sur des unités de besoins essentielles, donc ça va se voir. Ça veut dire que l'État a les outils, parce qu'on a l'impression que depuis des mois, depuis qu'on parle de l'inflation, c'est-à-dire depuis la rentrée dernière, il y a des réunions, des rencontres entre les industriels et la grande distribution. On nous explique, on va finir par se remettre autour de la table pour négocier plus régulièrement les prix à la baisse. Est-ce que ça va se faire, pour le coup, si on prend un calendrier précis, avant la fin de l'année? Alors ça n'a rien à voir avec un outil de l'État. Nous avons décidé de baisser le prix de nos produits. Ça, c'est une décision commerciale de Carrefour. Il vous oblige à vous voir. Parce que nous sommes concurrents. En revanche, le gouvernement a décidé de se doter d'un outil, qui est l'outil d'anticipation des négociations. Normalement, elle devait commencer le 1er janvier et finir le 31 mars. Il a décidé d'anticiper par la loi ces négociations qui vont commencer tout de suite, qui vont nous permettre de nous retrouver avec les industriels, de négocier, et ce qui va permettre de gagner un trimestre sur l'inflation pour les Français. On va négocier entre octobre et décembre, et j'espère qu'à partir de janvier, on verra des prix non pas baisser, mais dont l'augmentation sera moins grande. Vous avez raconté que certains industriels ne prennent pas le groupe Carrefour au téléphone. Est-ce que tout le monde a vraiment envie d'anticiper ces négociations? Là, ils n'auront pas le choix, ils sont obligés. Par la loi. Jusqu'alors, en fait, le ministre a parié, et je le comprends d'ailleurs, sur le fait que les industriels allaient jouer le jeu. Ils l'ont pas fait? Ils n'ont pas joué le jeu. Sur 75, on en a 50 qui n'ont même pas accepté de discuter, 15 qui ont fait un petit quelque chose et 10 qui ont fait un tout petit quelque chose. Donc là, il a dit, vous ne l'avez donc pas fait par l'incitation, je vais le faire par la loi. Donc maintenant, ils ont une obligation légale de négocier. Et là, nous allons négocier. Vous n'imaginez pas, Alexandre Bompard, que cette loi ne soit pas votée? Non, je ne vois pas comment les parlementaires pourraient se dire, dans un climat d'hyperinflation où les Français sont dans une attitude de privation de consommation, je n'anticipe pas les négociations pour permettre la baisse de l'inflation. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas quel groupe ne serait pas favorable à ça. Alors, les Français, ils ont découvert un mot. Shrinkflation. Shrink. On diminue. C'est au fond une façon de mettre moins de produits et de faire payer le même prix. Et ce matin, Bruno Le Maire, toujours lui, a eu des propos assez sévères. C'était dans le journal Le Figaro. Il dit les bouteilles de jus d'orange qui contenaient 1 litre et qui contiennent désormais 900 millilitres avec le même prix, ça s'appelle voler. Juste la grande distribution qui a des marques distributeurs ne le fait pas, ça. D'abord, la shrinkflation, à la fois vous réduisez la taille et vous augmentez le prix. Aussi. Quelques exemples. Nos amis de Pepsi Cola, ils ont des chips qui s'appellent Lay's, ils les ont baissés de 15 grammes, ils ont augmenté 30% le chiffre. Nos amis d'Unilever, avec les très jolies glaces qu'on aime beaucoup, les Magnum, les cartes d'or, ça a baissé de 200 millilitres et ça augmente de 20%. C'est ça la shrinkflation. C'est-à-dire à la fois, vous baissez le grammage et vous augmentez le prix. Ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est dès lundi, je vais dans tous les magasins, j'ai demandé à ce que dans tous les magasins, il y ait une étiquette sur les produits sur lesquels on a de la shrinkflation en disant ce produit a vu son contenant baisser et son prix augmenter. Comme ça, on va avoir une information la plus fiable possible pour les consommateurs parce que c'est inacceptable de faire ça pour le consommateur. Des voleurs, dit en gros Bruno Le Maire. Oui, il dit ça s'appelle du vol. En tout cas, c'est une pratique qui est inacceptable. Inacceptable quand il y a une hyperinflation que les Français souffrent. Et donc dès lundi, quand vous arriverez dans un magasin Carrefour, vous aurez une petite affiche, ça sera fait un petit peu à l'arrache, où vous verrez sur une affiche A4 produits dont le grammage a baissé et le prix a augmenté. Vous avez prévenu les industriels que vous allez faire ça? Ils le verront lundi, puis je les préviens grâce à votre antenne ce soir. Bon, là, pour le coup, c'est fait. Mais la question que je vous posais, c'est sur les prix, sur les marques distributeurs, vous ne faites pas ce genre de méthode. Il n'y a pas ce genre de méthode. J'ai en parallèle évidemment demandé à ce qu'on en ait aucun. On a pu en avoir, ça a pu arriver, c'est possible, je ne le crois pas. Mais si on en a eu, il n'y en aura aucun désormais. Et on en a eu vraiment très très peu si on en a eu. Alors toujours dans cette optique d'essayer de baisser les prix, vous avez demandé un moratoire d'1 an sur la loi qui encadre les promotions de certains produits et qui doit entrer en vigueur en mars 2027. Ça s'appelle la loi De Croza. Elle est très connue dans votre secteur d'activité. Est-ce que vous pensez l'obtenir? Et ça va changer quoi? Parce que cette loi, c'était fait, il y avait un but à cette loi De Croza, et c'était de dire on va éviter les promotions parce qu'on va protéger les petits producteurs, les PME, etc. Si on revient sur cette loi,
est-ce que ça ne va pas les gêner? Et il ne va pas y avoir une levée de bouclier de la part des petits? 2-3 petites choses. D'abord, c'est les produits sur lesquels les promotions sont les plus importantes parce que les clients achètent ces catégories, la lessive, les couches, les protections féminines, principalement par promotion. Donc c'est une catégorie très promovore. Deuxièmement, on voit beaucoup de privations sur les produits d'hygiène et de soins de la part des Français. Troisièmement, pour répondre à votre question maintenant, ce qu'on a décidé et ce que je vais proposer, c'est qu'on limite l'encadrement de ces promotions uniquement pour les 75 plus grands industriels. C'est-à-dire qu'on va demander un moratoire de l'application de cette loi pour les 75 plus grands industriels de manière à protéger les PME. Donc on va demander au Parlement de surseoir d'1 an l'application de cette loi, de manière à ce que l'année prochaine, pour les 75 plus grandes multinationales, on puisse faire des promotions et protéger ainsi les PME. Vous avez évoqué un tsunami de déconsommation. On se dit, ça ne doit pas être une très bonne nouvelle quand on est patron d'une enseigne de grande distribution. Est-ce que ça veut dire que le secteur se porte mal? D'abord, ça veut dire qu'en effet, il y a toutes les personnes qui sont dans les classes populaires ou les classes moyennes ont réduit leur consommation et sont dans des attitudes de privation. Tous les chiffres le montrent, vous les connaissez. Et pour le secteur d'activité, évidemment, quand les volumes baissent, c'est une mauvaise nouvelle. Il y a des acteurs, vous le savez, qui sont en difficulté. Nous, on va bien parce qu'on a une transformation formidable depuis quelques années, qu'on gagne des centaines de milliers de clients. Mais la période est difficile pour tous les commerçants. Vous savez, il y a des enseignes qui disparaissent. Vous l'avez vu notamment dans le textile, des enseignes qui sont en redressement judiciaire, qui sont des belles enseignes françaises. C'est une période difficile pour tous les commerçants. Votre nouveau patron Carrefour France, il s'appelle Alexandre de Palma, il a fait sa rentrée lundi, il a vu différentes organisations syndicales et il a dit, lui, nous nous retrouvons dans une situation où Carrefour est trop cher. Est-ce que c'est le cas et est-ce que c'est pour ça que vous allez ouvrir une autre enseigne qui s'appelle Atacadão, qui est une enseigne, pour le coup, de hard discount? Non, alors, ce n'est pas les propos qu'il a tenus. Il a dit on doit investir en permanence parce que dans une période d'hyperinflation, les clients nous attendent avec les offres les meilleures possibles. Pas de lien avec le premier sujet qui est Atacadão, que j'avais annoncé en novembre dernier. Atacadão, c'est un concept qu'on a au Brésil, une enseigne vraiment formidable. Et j'ai eu l'envie de la tester et de la montrer aux consommateurs français. C'est une enseigne à prix bas. Il y aura 80% de produits d'origine française. Il y aura tous les produits de marque Carrefour. C'est quoi comme principe? Le principe, c'est assortiment réduit. Donc, ce n'est pas un hypermarché avec 35-40 000 références. Assortiment réduit. Plus gros conditionnement. Les stocks dans les magasins, ça ressemble à un magasin un peu plus entrepôt. Plus petits assortiments, et donc avec des produits français, très massivement. C'est pas du tout de la malbouffe, il ne faut pas d'ailleurs la comparer, ça n'a rien à voir avec de la malbouffe. C'est une enseigne très efficace, avec encore une fois, plus petite taille, plus petits assortiments, plus gros conditionnement. C'est ça, on achète 5 kilos de riz d'un coup. Exactement, il y a des plus gros conditionnements pour les familles, et puis c'est aussi ouvert aux professionnels, massivement, c'est-à-dire c'est une enseigne à la fois pour les particuliers et pour les professionnels, et donc on va ouvrir au premier trimestre de l'année prochaine le premier magasin Atacadão à Aulnay-sous-Bois. Ça veut dire que l'avenir de la grande distribution, c'est le hard discount? Non, ça veut dire que notre vocation, c'est toujours d'offrir le maximum de qualité. Vous savez que nous, notre raison d'être, c'est la transition alimentaire pour tous, au prix le plus bas. Et quand les Français subissent une augmentation de 20% sur 2 ans, vous devez être au rendez-vous du prix. Vous ne pouvez pas leur dire « je fais de la qualité, je fais du bio, je fais tous ces sujets-là ». Vous en faites encore du bio parce qu'on a l'impression que ce sont des secteurs qui sont un peu délaissés en ce moment. Alors, c'est un secteur qui avait 20-30% de croissance, qui a une croissance aujourd'hui zéro. On est leader du bio en France, on continue évidemment à en faire, on continue à miser dessus. Mais aujourd'hui, je veux qu'en parallèle, on soit capable d'offrir aux Français les prix les plus intéressants. L'hypermarché est le format discount par excellence, et on est le leader en France de l'hypermarché, mais on veut aussi offrir d'autres formats, et Atacadão en fait partie. Il y a eu un appel à l'aide qui a été très entendu en cette semaine, c'est l'appel à l'aide des Restos du Cœur. Je sais que vous avez fait des annonces, que Carrefour s'est associé, d'ailleurs en donnant un budget, en donnant de la nourriture. Comment est-ce que vous allez aider les Restos du Cœur? Alors aujourd'hui, on a 20 millions de repas, d'équivalents repas qui sont fournis aux Restos du Cœur à travers les collectes et les dons quotidiens. On va développer ça probablement en organisant des collectes de longue durée, puisque vous savez que le problème des collectes à chaque fois, c'est qu'il faut trouver des bénévoles. Donc on va avoir des collectes longue durée, on va augmenter aussi notre contribution financière. On a rencontré le président et le directeur général des Restos du Cœur lundi, mardi. On est le partenaire historique et on sera à leur côté, on est déjà à leur côté. Très vite, on a très peu de temps. Quand LVMH dit on donne 10 millions et qu'une partie de la France insoumise dit en gros il ne faut pas arrêter de faire l'aumône, votre réaction à ce débat politique autour du geste de certaines boîtes privées qui ont aidé la moi je crois que quand la famille Arnault,
quand le Crédit Mutuel, quand Carrefour, quand ces entreprises-là répondent en quelques heures à l'appel des associations qui souffrent, Restos du Cœur, Secours Populaire, Banque Alimentaire, c'est une bonne nouvelle. C'est pas le privé qui substitue à l'État. Non, parce que l'État, je crois, va faire aussi un geste. Et les entreprises privées sont présentes parce qu'elles savent qu'il faut aider en ce moment. La précarité alimentaire est là. Et en tout cas, nous, on est au rendez-vous. Et d'autres aussi. Merci beaucoup, Alexandre Bompard.